Le palais de justice de Lyon se dressait majestueusement sous le ciel gris d'octobre, ses colonnes néoclassiques témoins de siècles de verdicts qui avaient changé des vies. Camille Dubois, 29 ans, gravit les marches de marbre blanc, son attaché-case serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon strict. Ses yeux noisettes brillaient d'une détermination féroce, malgré les cernes qui trahissaient ses nuits blanches, passées à préparer cette audience cruciale. Avocate spécialisée dans les droits des femmes, Camille avait fait de la défense des victimes de violences conjugales sa mission de vie. Son cabinet, installé dans le Vieux Lyon, ne payait pas de mine, mais chaque dossier qu'elle y traitait était une bataille personnelle contre l'injustice qui avait marqué sa propre enfance. Le cas d'Amélie Moreau était différent de tous ceux qu'elle avait défendus auparavant. Cette jeune mère de 26 ans, aux yeux bleus délavés par la peur, avait frappé son ex-mari violent d'un coup de casserole lorsqu'il avait menacé de tuer leurs 2 enfants pendant une intrusion nocturne dans leur appartement de la Croix-Rousse. L'homme était maintenant dans le coma, et Amélie risquait 15 ans de prison pour coups et blessures volontaires. En traversant les couloirs au plafond voûté du palais de justice, Camille sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Cette affaire n'était pas seulement celle d'Amélie, c'était celle de toutes les femmes qui n'avaient jamais osé se défendre, de toutes celles qui avaient préféré mourir plutôt que de lever la main sur leur bourreau. La salle d'audience 12 était imposante, avec ses boiseries sombres et ses fenêtres gothiques qui filtraient la lumière matinale. Amélie était déjà assise au banc des accusés, vêtue d'un tailleur gris que Camille lui avait prêté, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. À côté d'elle, ses 2 enfants, Lucas, 8 ans, et Emma, 5 ans, regardèrent leur mère avec des yeux pleins d'incompréhension et de peur. Mais c'était la présence à la table du ministère public qui inquiétait le plus Camille. Maître Richard Blanchard, 55 ans, était réputé pour sa cruauté au barreau lyonnais. Cet homme aux cheveux gris argentés et au regard glacial avait bâti sa carrière sur des condamnations implacables, particulièrement contre les femmes qu'il considérait comme hystériques et manipulatrices. Cependant, ce qui fit véritablement trembler les mains de Camille, c'est quand elle leva les yeux vers le siège du magistrat. La juge présidente Élise Beaumont venait d'entrer dans la salle, et sa seule présence sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. À 36 ans, Élise Beaumont était une légende du barreau français. Diplômée major de l'École nationale de la magistrature, elle avait gravi tous les échelons avec une rapidité et une excellence qui forçaient l'admiration et l'intimidation à parts égales. Grande et élégante, avec des cheveux châtain clair toujours impeccablement coiffés, en un chignon bas, elle possédait des yeux verts perçants qui semblaient lire dans les âmes. Sa réputation était celle d'une magistrate inflexible, appliquant la loi avec une rigueur mathématique qui ne laissait place à aucun sentiment. On racontait qu'elle n'avait jamais été vue sourire dans un tribunal, qu'elle ne tolérait aucun écart de procédure, et que même les avocats les plus expérimentés bégayaient en sa présence. Pourtant, quelque chose dans son regard, quelque chose que Camille ne parvenait pas à définir, la troublait profondément. Peut-être était-ce cette façon qu'avait la juge de la regarder, comme si elle voyait au-delà du masque professionnel, au-delà des mots soigneusement préparés, pour apercevoir la femme blessée qui se cachait derrière l'avocate combative. « L'audience est ouverte », déclara la juge Beaumont de sa voix claire et autoritaire, qui résonna dans le silence religieux de la salle. « Nous sommes réunis pour juger Madame Amélie Moreau, accusée de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de son ex-époux, Monsieur David Moreau. » Les 3 heures qui suivirent furent un combat acharné. Camille déploya tous ses talents oratoires, citant jurisprudence et témoignages, peignant avec des mots le calvaire qu'avait vécu Amélie pendant 8 années de mariage. Elle parla de la légitime défense, du syndrome de la femme battue, de la protection des enfants. Sa voix vibrait d'émotions contenues quand elle décrivait les nuits où Amélie se cachait dans la salle de bain avec ses enfants, attendant que la colère de David s'apaise. Maître Blanchard, lui, fut impitoyable. Il présenta Amélie comme une femme calculatrice qui avait prémédité son geste, transformant chaque preuve de violence subie en manipulation, chaque témoignage de voisin en mensonge orchestré. Durant toute la plaidoirie de Camille, elle sentit le regard d'Élise Beaumont posé sur elle. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, ce regard n'était pas froid ou distant. Il y avait quelque chose d'intense, presque brûlant, dans la façon dont la juge l'observait. Plusieurs fois, leurs yeux se croisèrent,
et Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait l'impression troublante que la juge ne se contentait pas d'écouter ses arguments. Elle semblait boire chacune de ses paroles, comme si elle touchait de quelque chose de profondément personnel en elle. Mais quand vint le moment du délibéré, la réalité reprit ses droits. Après une heure d'attente qui sembla durer une éternité, la juge Beaumont revint dans la salle, son visage redevenu le masque impassible de la justice. « Levez-vous », ordonna-t-elle. Amélie se dressa, chancelante, soutenue par Camille, dont les mains tremblaient maintenant violemment. Elle avait donné le meilleur d'elle-même, mais quelque chose dans l'expression de la juge lui disait que cela n'avait pas suffi. « Madame Amélie Moreau », commença Élise Beaumont, sa voix résonnant dans le silence de mort de la salle. Après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, écouté les témoignages et les plaidoiries, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Ces mots frappèrent Camille comme un coup de massue. Amélie s'effondra littéralement, retenue par les bras de son avocate. Dans le public, les enfants se mirent à pleurer, appelant leur maman d'une voix déchirante. Cependant, continua la juge, et quelque chose dans sa voix avait changé. Tenant compte de votre situation personnelle, de l'absence d'antécédents judiciaires et des circonstances particulières de cette affaire, le tribunal vous condamne à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à une mise à l'épreuve de 2 ans. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. C'était bien moins que ce que réclamait le ministère public, mais pour Camille, c'était encore trop. Amélie restait condamnée, marquée à vie par cette décision. Tandis que la salle se vidait dans un brouhaha de conversation, Camille aidait Amélie à rassembler ses affaires, lui expliquant les modalités du sursis, essayant de transformer cette défaite partielle en victoire relative. Mais au fond d'elle-même, elle se sentait écrasée par l'échec. C'est alors qu'une voix douce résonna derrière elle. « Maître Dubois ?» Camille se retourna pour découvrir la juge Beaumont, qui se tenait à quelques pas, ayant retiré sa robe. Dans son tailleur bleu marine, elle paraissait soudain plus humaine, plus accessible. Ses cheveux avaient recommencé à s'échapper de son chignon, et il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « Oui, Madame la Présidente ?» répondit Camille, surprise par cette approche informelle. « Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ? J'aimerais vous parler en privé, le café. » Les 2 garçons étaient nichés dans une petite rue pavée du Vieux-Lyon, loin de l'agitation du palais de justice. Élise Beaumont avait choisi cet endroit discret pour sa rencontre impromptue avec Camille, un lieu où les conversations pouvaient se tenir à l'abri des regards indiscrets du monde juridique lyonnais. Assises face à face dans un coin reculé du café, les 2 femmes semblaient appartenir à 2 univers différents. Camille, encore sous le choc de la condamnation d'Amélie, fixait sa tasse de café au lait sans y toucher, ses mains tremblantes posées sur la table en bois usé. En face d'elle, Élise avait commandé un expresso serré qu'elle buvait à petites gorgées, ses yeux verts ne quittant pas le visage de la jeune avocate. « Votre plaidoirie aujourd'hui était exceptionnelle », commença Élise d'une voix douce, si différente du ton autoritaire qu'elle employait au tribunal. Passionnée, documentée, profondément humaine. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi touchant. Camille leva les yeux, surprise par la sincérité qu'elle percevait dans cette confession. « Merci, Madame la Présidente, mais cela n'a manifestement pas suffi à sauver Amélie. Appelez-moi Élise, s'il vous plaît. Et détrompez-vous, vous avez sauvé Amélie plus que vous ne le pensez. » Un silence s'installa entre elles, chargé de questions non formulées. Élise tourna sa cuillère dans sa tasse, semblant chercher ses mots avec un soin inhabituel. « Camille, je peux vous appeler Camille. Il faut que vous compreniez quelque chose d'important sur ma décision d'aujourd'hui. » La jeune avocate hocha la tête, intriguée par cette soudaine proximité. La loi française sur la légitime défense est très strictive, trop strictive, à mon avis personnel. Si j'avais acquitté Amélie aujourd'hui, le parquet aurait fait appel immédiatement, et elle se serait retrouvée devant une cour d'appel composée de magistrats qui n'auraient peut-être pas eu votre talent pour exposer sa situation. Élise marqua une pause, observant attentivement la réaction de Camille. En la condamnant avec sursis aujourd'hui, j'ai créé un précédent favorable pour l'appel que vous allez nécessairement faire. Vous pourrez argumenter que même une juge réputée stricte a reconnu les circonstances exceptionnelles de cette affaire en prononçant une peine bien inférieure aux réquisitions. Les mots d'Élise frappèrent Camille comme une révélation.
Elle commençait à comprendre la stratégie subtile qui se cachait derrière ce qui lui avait semblé être un échec. Vous avez sacrifié votre réputation de fermeté pour donner une chance à Amélie? J'ai fait ce que ma conscience me dictait, tout en respectant les contraintes de ma fonction, répondit Élise avec un sourire qui transforma complètement son visage. Mais il faut que vous sachiez que cette décision ne concernait pas seulement Amélie. Si está gostando da história, se você quer acompanhar essa e muito mais jornadas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Seus likes e comentários não apenas ajudam o canal a crescer. Eles me mostram que não estou mais sozinho nessa conversa, que criamos juntos um espaço onde histórias como a minha podem ser contadas sem medo. Que voulez-vous dire? Demanda Camille, le cœur battant soudain plus rapidement. Élise prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des eaux inconnues. Ma sœur cadette, Marie, est morte il y a 3 ans, officiellement d'une chute dans l'escalier de son appartement. Mais je sais, j'ai toujours su que son mari l'avait poussée lors d'une dispute violente. La confession d'Élise tomba comme une pierre dans l'eau calme de leur conversation. Camille vit les larmes briller dans les yeux de cette femme qu'elle avait crue insensible. Marie avait essayé de le quitter plusieurs fois. Il la retrouvait toujours, la menaçait, la manipulait. Elle était terrifiée, isolée de sa famille, convaincue qu'elle méritait les coups qu'elle recevait. Élise essuya discrètement une larme qui avait échappé à son contrôle. Quand j'ai lu le dossier d'Amélie, quand j'ai entendu votre description de sa vie, j'ai revu Marie. J'ai revu la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait eu le courage de se défendre. Camille tendit instinctivement la main vers Élise, leurs doigts se frôlant sur la table. Le contact fut électrisant, envoyant une onde de chaleur dans tout son corps. « Je suis désolée pour votre sœur », murmura-t-elle. « Merci », répondit Élise, serrant doucement la main de Camille dans la sienne. « Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que voir une femme comme vous, passionnée, courageuse, prête à se battre pour les autres, cela me redonne foi en la justice. » Leurs yeux se croisèrent, et quelque chose passa entre elles, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le droit ou la justice, quelque chose de profondément personnel et troublant. « Élise » commença Camille, surprise par l'intimité soudaine de ce prénom sur ses lèvres. « Pourquoi me racontez-vous tout cela? Nous nous connaissons à peine. » Élise sourit, un sourire d'une douceur inattendue qui illumina son visage habituellement sévère. « Parce que quand vous avez parlé d'Amélie aujourd'hui, quand vous avez décrit sa peur, sa solitude, son sentiment d'impuissance, vous n'avez pas parlé comme une avocate récitant un dossier, vous avez parlé comme quelqu'un qui comprenait cette douleur de l'intérieur. » Camille sentit son souffle se couper. Comment cette femme pouvait-elle lire si facilement en elle? « Vous aussi, vous avez connu la peur, n'est-ce pas ?» continua Élise doucement. « Peut-être pas la violence physique, mais une forme de prison, d'enfermement qui vous a marqué. » C'était au tour de Camille de sentir les larmes monter. Personne, jamais, n'avait su deviner avec autant de justesse les blessures qu'elle cachait derrière sa détermination professionnelle. « Mon père, » avoua-t-elle dans un souffle, « il battait ma mère pendant des années. J'étais petite, je ne pouvais rien faire d'autre que me cacher dans ma chambre et écouter ses cris. Elle n'a jamais porté plainte, jamais demandé d'aide. Elle est morte d'un cancer quand j'avais 16 ans. Mais je sais que c'est la violence qui l'a tuée, année après année. » Élise serra plus fort la main de Camille, ce geste simple mais chargé de compassion brisant quelque chose dans la poitrine de la jeune avocate. « C'est pour cela que vous faites ce métier, » dit Élise. Ce n'était pas une question, mais une constatation empreinte de compréhension. « C'est pour cela que je me bats pour des femmes comme Amélie, pour toutes celles qui n'ont pas eu la voix que j'aurais voulu avoir enfant. » Elles restèrent ainsi quelques minutes, leurs mains entrelacées sur la table, chacune reconnaissant dans l'autre une âme sœur marquée par la même blessure originelle. « Camille, » dit finalement Élise, « j'aimerais vous revoir, pas comme une juge et une avocate, mais comme 2 femmes qui ont trouvé quelque chose d'inattendu l'une en l'autre. » Le cœur de Camille s'emballa. Il y avait quelque chose dans la façon dont Élise la regardait, quelque chose dans la chaleur de sa main qui la troublait profondément. « Oui, » répondit-elle, surprise par sa propre audace. « J'aimerais beaucoup. » Élise sourit. Et ce sourire était comme un rayon de soleil perçant les nuages d'une journée orageuse. « Il y a un petit restaurant que j'aime beaucoup, l'Atelier des Augustins, près de la place Bellecour.
Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir ? Avec plaisir, répondit Camille, sentant une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années monter en elle. Quand elles se séparèrent devant le café, Élise effleura la joue de Camille d'une caresse si légère qu'elle aurait pu l'imaginer. Mais la sensation brûlante que laissa ce contact sur sa peau lui confirma que non, elle n'avait rien rêvé. En rentrant dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Camille se sentait comme transformée. Cette journée qui avait commencé par une défaite s'achevait sur une promesse, sur l'espoir de quelque chose de nouveau et d'inexploré. Le restaurant L'Atelier des Augustins était une merveille d'intimité cachée dans l'une des ruelles les plus romantiques de Lyon. Ses murs de pierre ancienne étaient éclairés par des bougies et des lampes tamisées, créant une atmosphère feutrée qui invitait aux confidences. Camille arriva quelques minutes en avance, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, qui mettait en valeur sa silhouette menue et ses yeux noisettes. Elle avait passé l'après-midi dans un état d'excitation et d'appréhension qu'elle n'avait jamais connu. Cette invitation à dîner avec Élise Beaumont dépassait tous les codes de la relation professionnelle qu'elles étaient censées entretenir. Plus troublant encore, elle réalisait que ce n'était pas seulement l'aspect transgression qui l'attirait, mais Élise elle-même. Quand la juge arriva, Camille sentit son souffle se couper. Élise avait troqué ses tailleurs sévères pour une robe bordeaux qui épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux châtain clair tombaient librement sur ses épaules et elle portait un maquillage subtil qui soulignait la beauté naturelle de ses traits. Elle était absolument magnifique. « Bonsoir Camille », dit Élise en s'approchant de leur table, sa voix légèrement voilée par l'émotion. « Vous êtes ravissante. Merci », répondit Camille, sentant ses joues s'empourprer. « Vous aussi, vous êtes éblouissante. » Elles s'installèrent face à face, et aussitôt une tension palpable s'installa entre elles. Ce n'était plus la tension professionnelle du tribunal, mais quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus dangereux. Le serveur leur apporta la carte des vins et Élise choisit un côte-rôti exceptionnel, un geste qui n'échappa pas à Camille. « Nous célébrons quelque chose ?» demanda la jeune avocate avec un sourire taquin. « Peut-être, » répondit Élise, ses yeux verts pétillants de malice. « Peut-être célébrons-nous le fait que deux femmes puissent se découvrir au-delà de leurs fonctions officielles. » Pendant le repas, elles parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de l'affaire Moreau. Élise raconta son enfance en Bourgogne, ses études de droit à la Sorbonne, sa passion pour la lecture et les films d'Antonioni. Camille parla de son amour pour la randonnée dans les Alpes, de ses tentatives ratées d'apprentissage du piano, de sa fascination pour l'architecture lyonnaise. Mais sous cette conversation apparemment anodine, quelque chose de plus profond se jouait. Leurs regards s'attardaient l'un sur l'autre, leurs mains se frôlaient accidentellement quand elles attrapèrent leurs verres. Leurs rires étaient un peu trop intenses pour les plaisanteries échangées. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Élise alors qu'elles entamèrent leur dessert. « Bien sûr. » « Avez-vous quelqu'un dans votre vie ?» La question directe surprit Camille, mais elle y décela une vulnérabilité qu'Élise essayait de masquer derrière son ton désinvolte. « Non, » répondit-elle simplement. « Et vous ?»« Non plus. Je crois que j'ai toujours eu trop peur de montrer mes faiblesses à quelqu'un. »« Quelle faiblesse ?» demanda Camille doucement. Élise fut silencieuse un moment, tournant sa cuillère dans son tiramisu sans le manger. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur qu'on découvre que derrière la juge implacable se cache une femme qui doute, qui pleure parfois en regardant des films romantiques, qui rêve de quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle est vraiment. Cette confession toucha Camille au plus profond d'elle-même. Elle tendit la main à travers la table et prit celle d'Élise. « Je ne vois aucune faiblesse dans ce que vous venez de me dire. Je vois une femme courageuse qui a assez confiance en moi pour se montrer vulnérable. » Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, et Camille sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi intense avec quiconque, homme ou femme. « Camille, » murmura Élise, « je dois vous avouer quelque chose. Hier, au tribunal, quand vous plaidiez, je n'ai pas seulement été touchée par vos arguments. J'ai été troublée par vous, par votre passion, votre beauté, votre intensité. Cela ne m'était jamais arrivé. » Le cœur de Camille battait si fort qu'elle était certaine qu'Élise pouvait l'entendre. « Moi aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi j'ai été troublée par votre intelligence,
votre élégance, cette façon que vous avez de me regarder comme si vous voyiez à travers moi. » Élise caressa doucement le dos de la main de Camille avec son pouce, un geste si intime que la jeune femme sentit un frisson parcourir tout son être. « Accepteriez-vous de venir chez moi pour un dernier verre ?» demanda Élise, sa voix à peine audible. Camille savait qu'accepter cette invitation changerait tout entre elles. Elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin qui pourrait bouleverser sa vie professionnelle et personnelle. Mais en regardant dans les yeux verts d'Élise, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Quelque chose de plus fort que la raison la poussait vers cette femme remarquable. « Oui, » répondit-elle. « Oui, j'aimerais beaucoup. » L'appartement d'Élise était à l'image de sa propriétaire, élégant, raffiné, mais avec une chaleur inattendue. Situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, il offrait une vue magnifique sur la Saône. Les murs étaient couverts de livres. Des œuvres d'art contemporain ajoutaient des touches de couleur, et l'ensemble respirait l'harmonie et le goût. Whisky? Cognac? Ou préférez-vous quelque chose de plus doux? Demanda Élise, en se dirigeant vers un bar en acajou massif. Un whisky, s'il vous plaît, répondit Camille, essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Elles s'installèrent sur le canapé en cuir noir, face à la baie vitrée, leurs verres à la main, mais aucune des deux ne buvait vraiment. La tension entre elles était devenue presque tangible. « Camille » commença Élise. « Je dois vous dire que je n'ai jamais vécu quelque chose comme cela. Cette connexion instantanée, cette attraction que je ressens pour vous, c'est complètement nouveau pour moi. Pour moi aussi, » avoua Camille. « Je n'ai jamais été attirée par une femme auparavant. Mais avec vous, c'est comme si quelque chose en moi s'éveillait pour la première fois. » Élise posa son verre sur la table basse et se tourna complètement vers Camille. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Au lieu de répondre, Camille se rapprocha d'elle, leurs visages maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir le parfum d'Élise, un mélange subtil de jasmin et de bois de santal qui lui tournait la tête. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'une douceur infinie, prudent d'abord, puis de plus en plus passionné. Camille sentit les mains d'Élise se glisser dans ses cheveux, l'attirant plus près, et elle répondit à cette invitation en approfondissant leur baiser. Quand elles se séparèrent, toutes deux haletaient légèrement. « Mon Dieu » murmura Élise. « Camille, je sais » répondit la jeune femme, caressant tendrement la joue d'Élise. « Moi aussi. » Ce qui suivit fut la nuit la plus belle de la vie de Camille. Élise lui fit découvrir un monde de sensations qu'elle n'avait jamais imaginé, la guidant avec une tendresse et une passion qui la laissèrent bouleversée. Entre les draps de soie de la chambre d'Élise, sous les caresses expertes de cette femme extraordinaire, Camille comprit qu'elle venait de découvrir qui elle était vraiment. Le matin suivant, Camille se réveilla dans les bras d'Élise, les rayons du soleil d'octobre filtrant à travers les rideaux de soie de la chambre. Pendant un moment, elle resta immobile, savourant la sensation des bras de la juge autour de sa taille, l'odeur de sa peau, la régularité de sa respiration contre son épaule. La réalité de ce qui s'était passé la frappa soudain avec une force brutale. Elle venait de passer la nuit avec la juge qui avait condamné sa cliente, une magistrate de renom avec qui toute relation personnelle était non seulement inappropriate, mais potentiellement destructrice pour leurs deux carrières. « Bonjour », murmura Élise, qui venait de s'éveiller et observait Camille avec un sourire tendre. « Comment vous sentez-vous ?»« Confuse », avoua Camille honnêtement. « Heureuse, mais confuse. » Élise se redressa, s'appuyant sur son coude pour mieux regarder Camille. Dans la lumière dorée du matin, avec ses cheveux ébouriffés et sans maquillage, elle était encore plus belle que la veille. « Moi aussi, je suis confuse, » admit-elle. « Mais pas malheureuse. Et vous ?» Camille sourit malgré elle. « Non, pas malheureuse non plus. » Elles prirent le petit déjeuner sur la terrasse de l'appartement d'Élise, qui offrait une vue imprenable sur le Vieux-Lyon. Croissants, confiture de figues, café fraîchement moulu, tout avait un goût différent dans ce contexte d'intimité nouvelle. « Camille, » dit Élise en posant sa tasse, « nous devons parler de ce que cela signifie pour nous. »« Je sais, » répondit Camille, son estomac se nouant. « C'est compliqué. Très compliqué. Je suis juge. Vous êtes avocate. Il y a des règles déontologiques, des risques pour nos carrières. Et l'affaire Amélie est en appel, ajouta Camille. Si quelqu'un découvrait notre relation, le scandale serait énorme.
termina Élise sombrement. Elles restèrent silencieuses un moment, chacune mesurant les implications de leur coup de foudre. « Regrettez-vous ce qui s'est passé ?» demanda finalement Élise, une note de vulnérabilité dans la voix. « Non », répondit Camille sans hésitation. « Même si c'est risqué, même si c'est compliqué, je ne regrette rien. Cette nuit avec vous a été révélatrice. Pour moi aussi. Camille, je veux que vous sachiez que ce n'était pas juste une aventure d'une nuit. Ce que je ressens pour vous est bien plus profond que cela. » Camille tendit la main à travers la table et prit celle d'Élise. « Pour moi aussi. Mais comment faire ? Nous devrons être très prudentes, très discrètes. Au tribunal, nous devrons maintenir une distance professionnelle absolue. Et en privé ?» Élise sourit, ce sourire rayonnant qui transformait complètement son visage. « En privé, j'aimerais apprendre à vous connaître encore mieux, si vous en avez envie. » Leur relation prit une tournure clandestine au cours des semaines suivantes. Elles se retrouvaient dans des restaurants discrets à l'extérieur de Lyon, se promenaient dans les parcs isolés de la banlieue, passaient des soirées chez l'une ou l'autre à parler, rire et découvrir leur intimité grandissante. Camille découvrait une Élise complètement différente de la juge austère qu'elle avait connue. C'était une femme qui aimait cuisiner des plats compliqués le dimanche matin, qui connaissait par cœur des poèmes de Verlaine, qui pleurait devant les films de Truffaut, et qui avait une collection secrète de romans policiers qu'elle dévorait la nuit. De son côté, Élise apprenait à connaître la vraie Camille. Une femme passionnée, qui cultivait un petit jardin sur son balcon, qui pratiquait le yoga à l'aube pour calmer son anxiété, qui écrivait dans un journal intime depuis l'âge de 13 ans, et qui rêvait secrètement d'écrire un livre sur les droits des femmes. Mais leur bonheur secret fut menacé un matin de novembre, quand Camille reçut un appel de Maître Blanchard, le procureur qui avait requis contre Amélie. « Maître Dubois, » dit sa voix froide au téléphone, « j'aimerais vous rencontrer pour discuter de l'appel de votre cliente. »« Je ne vois pas ce que nous aurions à nous dire, Maître Blanchard, » répondit Camille, méfiante. « Oh, je crois que si. Café de la Paix, rue de la République, dans 1 heure. Et croyez-moi, vous avez intérêt à venir. » Camille arriva au café avec une appréhension grandissante. Blanchard était déjà installé à une table d'angle, un dossier ouvert devant lui, et un sourire satisfait aux lèvres. « Asseyez-vous, Maître Dubois, » dit-il sans préambule. « Nous avons des choses importantes à discuter. »« Je vous écoute, » répondit Camille en s'installant face à lui, tous ses instincts en alerte. « Voilà, j'ai reçu des informations très intéressantes concernant votre vie privée. Des informations qui pourraient compromettre l'appel de votre cliente. » Le sang de Camille se glaça. « De quoi parlez-vous » Blanchard sortit plusieurs photographies du dossier. Des clichés pris avec un téléobjectif montraient Camille et Élise dînant dans un restaurant, se promenant main dans la main, s'embrassant devant l'immeuble d'Élise. Ces photos ont été prises par un détective privé au cours des 3 dernières semaines, dit Blanchard avec satisfaction. Très compromettante, vous ne trouvez pas ? Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout était là. Leur relation, leur rendez-vous secret, leur moment d'intimité volé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « C'est très simple. Vous allez renoncer à l'appel d'Amélie Moreau. En échange, ces photos n'arriveront jamais jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature, ni au barreau de Lyon. Vous êtes en train de me faire chanter ? Je protège l'intégrité de la justice française, répondit Blanchard hypocritement. Une relation intime entre une avocate et le juge qui a condamné sa cliente constitue un conflit d'intérêts majeur. Cela pourrait invalider tout le processus judiciaire. Camille réalisait l'ampleur du piège qui se refermait sur elle. Si ces photos étaient rendues publiques, non seulement sa carrière serait détruite, mais Élise serait radiée de la magistrature. Tout leur amour naissant se transformerait en scandale public. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « Vous avez jusqu'à demain soir, » répondit Blanchard en refermant le dossier. « Après cela, ces documents prendront le chemin de qui de droit. » Ce soir-là, Camille retrouva Élise chez elle, mais elle était incapable de cacher son trouble. Quand elle lui montra les photographes et lui expliqua le chantage de Blanchard, elle vit le visage d'Élise devenir livide. « Mon Dieu !» murmura la juge. « Comment ont-ils su ? Quelqu'un nous a suivis, observés. Blanchard veut que je renonce à l'appel d'Amélie en échange de son silence. » Élise se laissa tomber dans un fauteuil, la tête dans les mains. « C'est ma faute.
J'aurais dû prévoir que notre relation pourrait avoir des conséquences. Non, dit fermement Camille en s'agenouillant devant elle. Nous sommes 2 femmes adultes qui sont tombées amoureuses. Nous n'avons rien fait de mal moralement. Légalement, c'est différent, répondit Élise amèrement. Ma position de juge rend notre relation problématique. Alors que faisons-nous ? Élise leva les yeux vers Camille, et dans son regard se mélangeaient l'amour et le désespoir. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faut que nous mettions fin à notre relation. Pour protéger Amélie, pour protéger nos carrières. Non, s'exclama Camille. Je ne peux pas vous perdre maintenant. Pas quand je viens juste de découvrir ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Élise prit le visage de Camille entre ses mains, ses yeux brillants de larmes retenues. Moi non plus, je ne veux pas vous perdre. Mais nous devons penser aux conséquences. Amélie a besoin que son appel soit entendu. Elle ne peut pas payer le prix de notre amour. Cette nuit-là, elles se firent l'amour avec une passion désespérée, comme si elles voulaient imprimer chaque sensation dans leur mémoire. Aux premières lueurs de l'aube, elles savaient toutes les 2 que c'était peut-être la dernière fois. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille et Élise avaient été contraintes de mettre fin à leur relation pour protéger l'appel d'Amélie Moreau. 3 mois de séparation douloureuse, pendant lesquels elles s'étaient recroisées au palais de justice, en évitant soigneusement tout contact visuel. 3 mois où chacune avait essayé de reprendre le cours normal de sa vie sans y parvenir. L'appel d'Amélie avait eu lieu la semaine précédente devant la cour d'appel de Lyon. Camille avait plaidé avec une émotion contenue, sachant qu'Élise était peut-être quelque part dans le public, mais n'osant pas la chercher du regard. Cette fois, les arguments de la légitime défense avaient été entendus. Amélie avait été acquittée, libre de recommencer sa vie avec ses enfants. C'était une victoire professionnelle majeure pour Camille, mais elle avait un goût amer. Qu'importait le succès si elle ne pouvait pas le partager avec la femme qu'elle aimait? Ce matin de février, Camille était dans son bureau du Vieux Lyon quand sa secrétaire lui annonça qu'elle avait une visite. Son cœur bondit quand elle vit Élise entrer, élégante dans son manteau de laine gris, mais avec quelque chose de différent dans son attitude. « Bonjour Camille, » dit-elle d'une voix douce. « Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, » répondit Camille, essayant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Comment allez-vous ?»« Mal, » avoua Élise sans détour. « Très mal en fait. Ces 3 mois sans vous ont été les plus longs de ma vie. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle avait l'air fatiguée, amaigrie, comme si la séparation l'avait autant éprouvée qu'elle. « Moi aussi j'ai été malheureuse, » admit Camille. « Mais nous savions que c'était nécessaire pour... » « Non, » l'interrompit Élise. « Non, Camille. J'ai compris quelque chose d'important. J'ai passé toute ma vie à me conformer aux règles, à faire passer mon devoir avant mes sentiments, et regardez où cela m'a menée. Seule, malheureuse, en train de laisser passer l'amour de ma vie par peur du qu'en dira-t-on. » Élise se leva et s'approcha du bureau de Camille. « J'ai pris une décision. J'ai demandé ma mutation au Conseil d'État à Paris. Ma demande a été acceptée. Je quitte Lyon la semaine prochaine. » Camille sentit son monde s'écrouler une seconde fois. « Vous partez ?»« Pas seule, » dit Élise en souriant pour la première fois depuis des mois. « Je veux que vous veniez avec moi. À Paris, nous ne serons plus juges et avocates dans le même ressort. Nous pourrons vivre notre amour au grand jour. » Camille la regardait, incrédule. « Vous êtes en train de sacrifier votre carrière lyonnaise pour nous ? Je sacrifie une carrière pour une vie, » corrigea Élise. « Camille, ces 3 mois m'ont appris que sans vous, tout le reste n'a aucun sens. Les honneurs, la reconnaissance, le prestige, tout cela est vide si je ne peux pas le partager avec la femme que j'aime. » Camille se leva à son tour et contourna son bureau pour se rapprocher d'Élise. « Vous m'aimez ?» demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. « Je vous aime », confirma Élise sans hésitation. « Je vous aime depuis ce premier jour au tribunal, quand vous avez plaidé avec tant de passion pour Amélie. Je vous aime pour votre courage, votre générosité, votre façon de voir le meilleur en chaque personne. Je vous aime, Camille Dubois, et je veux passer le reste de ma vie à vous le prouver. » Les larmes aux yeux, Camille prit le visage d'Élise entre ses mains. « Moi aussi je vous aime, Élise. Mais Paris... Ma vie est ici, mes clients, mon cabinet. Vous pourrez reprendre votre activité à Paris. Il y a tant de femmes qui ont besoin d'une avocate comme vous là-bas aussi. » Et puis, ajouta Élise avec malice,
J'ai entendu dire qu'il y avait une excellente offre d'association dans un cabinet spécialisé en droit des femmes, rue Saint-Honoré. Camille la regardait, ébahie. « Vous avez organisé tout cela ? J'ai peut-être passé quelques coups de téléphone, » admit Élise en souriant. « Mais la décision vous appartient. Voulez-vous tenter cette aventure avec moi ?» Camille n'hésita qu'une seconde. Toute sa vie, elle s'était battue pour les autres, pour la justice, pour des causes qui la dépassaient. Pour une fois, elle allait se battre pour son propre bonheur. « Oui, » dit-elle en embrassant Élise avec toute la passion accumulée pendant ces mois de séparation. « Oui, 1000 fois oui. » 6 mois plus tard, dans un petit appartement lumineux du 7e arrondissement de Paris, Camille se réveillait chaque matin dans les bras d'Élise. Leur nouvelle vie avait dépassé toutes ses espérances. Élise s'épanouissait dans ses nouvelles fonctions au Conseil d'État, travaillant sur des réformes juridiques qui protégeaient mieux les victimes de violences conjugales. Camille avait rejoint le cabinet Martel & Associés, l'un des plus prestigieux de Paris en matière de droits des femmes. Ensemble, elles avaient créé une fondation qui aidait les femmes victimes de violences à accéder gratuitement à une assistance juridique de qualité. Amélie était devenue l'une de leurs premières bénévoles, ayant trouvé dans son expérience la force d'aider d'autres femmes. Un dimanche matin d'automne, alors qu'elles prenaient le petit déjeuner sur leur balcon avec vue sur les toits de Paris, Élise prit la main de Camille et y déposa quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille en ouvrant sa paume. C'était une bague ancienne, un solitaire en diamant monté sur de l'or blanc, d'une simplicité parfaite. « Camille Dubois, » dit Élise en s'agenouillant devant elle. « Voulez-vous m'épouser ?» Camille la regardait, cette femme extraordinaire qui avait bouleversé sa vie, qui avait eu le courage de tout quitter pour leur amour, qui était devenue non seulement sa compagne, mais sa meilleure amie et sa plus grande inspiration. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, Élise Beaumont, je veux vous épouser. » Elles se marièrent, 6 mois plus tard, dans une cérémonie simple et émouvante à la mairie du 7e arrondissement. Amélie était là, rayonnante, avec ses enfants qui avaient grandi et s'épanouissaient. Les parents d'Élise, d'abord réticents, avaient fini par accepter et aimer Camille. La sœur de Camille était venue de Marseille avec sa famille, et de nombreux collègues et amis avaient tenu à être présents pour célébrer cet amour qui avait surmonté tous les obstacles. Dans son discours, Camille déclara « Élise, vous m'avez appris que parfois la justice ne se trouve pas seulement dans les codes et les jurisprudences, mais dans le courage d'être authentique, de choisir l'amour plutôt que la conformité, de construire sa vie selon ses propres convictions plutôt que selon les attentes des autres. » De son côté, Élise répondit « Camille, vous m'avez montré que la vraie force ne consiste pas à appliquer froidement la loi, mais à la mettre au service de la compassion et de la justice humaine. Avec vous, j'ai découvert que l'amour peut être révolutionnaire. Aujourd'hui, 5 ans après leur première rencontre au palais de justice de Lyon, Camille et Élise Dubois-Beaumont vivent une vie pleine et heureuse. Elles ont acheté une maison en Normandie où elles passent leur week-end. Élise a publié un livre sur la réforme de la justice qui fait autorité. Et Camille vient de remporter un procès historique qui va changer la jurisprudence française sur la légitime défense. Mais leur plus belle victoire reste leur amour. Cet amour né dans l'enceinte d'un tribunal et qui a grandi malgré tous les obstacles, prouvant que parfois, les plus beaux verdicts ne sont pas rendus par des juges, mais par le cœur. Un soir de printemps, alors qu'elle se promenait sur les quais de Seine, Camille prit la main d'Élise et lui dit « Tu te souviens de ce jour où tu m'as dit que mes mains tremblaient ?» Élise sourit, caressant tendrement les doigts de sa femme. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'était le jour où ma vie a vraiment commencé. »« Mes mains ne tremblent plus, » murmura Camille. « Avec toi, j'ai trouvé la paix que je cherchais depuis toujours. »« Et moi ?» répondit Élise en l'embrassant doucement sous les lumières de Paris. « J'ai découvert que le plus beau jugement que j'ai jamais rendu était de t'aimer. » Alors qu'elle rentrait chez elle, main dans la main dans les rues illuminées de la capitale, elle savait que leur histoire était devenue bien plus qu'un simple coup de foudre. C'était devenu un témoignage de courage, de persévérance et de la force transformatrice de l'amour authentique. Leur parcours, de ce premier jour difficile au tribunal de Lyon à leur bonheur parisien,
prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être soi-même, pour suivre son cœur plutôt que les conventions, et que parfois, les plus belles décisions ne se prennent pas derrière un bureau de juge, mais dans l'intimité de deux âmes qui se reconnaissent. 10 ans plus tard, la Fondation du Bois-Beaumont était devenue l'une des organisations les plus respectées de France dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Amélie, désormais directrice adjointe, continuait d'aider d'autres femmes à trouver leur voie vers la liberté et la dignité. Camille et Élise, maintenant dans la quarantaine, avaient adopté 2 petites sœurs, Léa et Sophie, qui remplissaient leur maison de rire et de joie. Elle leur racontait souvent l'histoire de leur rencontre, transformée au fil du temps en un conte moderne, où l'amour triomphe de tous les préjugés. Un jour, alors que Léa, maintenant âgée de 8 ans, demandait à ses mères comment elles s'étaient rencontrées, Camille lui répondit avec un sourire. « Maman Élise était une juge très sévère, et moi j'étais une avocate qui tremblait devant elle. Mais un jour, elle m'a touchée avec tant de gentillesse que j'ai compris qu'elle cachait un cœur immense derrière sa sévérité. Et après ?» demanda Sophie, 5 ans, les yeux brillants. « Après ?» continua Élise, en prenant ses 2 filles dans ses bras. « Nous avons découvert que l'amour était plus fort que toutes les règles du monde. Et c'est comme ça que notre belle famille est née. Cette histoire, qui avait commencé par des mains qui tremblèrent dans un tribunal lyonnais, s'était transformée en un hymne à l'amour, à la justice et au courage d'être authentique. Elle rappelait à tous que parfois, les plus beaux verdicts ne sont pas ceux rendus par la loi, mais ceux prononcés par le cœur. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable ne connaît pas de frontières conventionnelles, et que parfois, il faut avoir le courage de remettre en question les règles établies pour découvrir qui nous sommes vraiment. Entre Camille et Élise, ce qui avait commencé comme un simple contact dans un tribunal est devenu une leçon de vie sur l'authenticité, le courage et la force transformatrice de l'amour sincère.